Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Besoin de rien, envie d'IA. Le rendez-vous des dirigeants, des RH et des curieux pour démystifier l'IA et comprendre son impact dans le monde du travail. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le Lab RH. Le Lab RH est une association professionnelle qui anime un écosystème de start-up, d'entreprises et de RH dont l'ambition est d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Nous remercions notre sponsor AI Forward qui accompagne les entreprises dans leur transition vers l'intelligence artificielle, de la formation des équipes en passant par la gestion et l'optimisation de la data, jusqu'au développement des solutions sur mesure. AI Forward propose un accompagnement à 360 degrés, ai-forward.com. Ce podcast est animé par Lomna Kaleja Benassine, DRH depuis 20 ans et passionné par l'innovation et l'intelligence artificielle appliquée au RH. Bonne écoute à tous. Bonjour Perrine. Bonjour Lomna. Bonjour, écoutez, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast, donc Besoin de rien, envie d'IA. Donc on est toujours sur la première saison et moi je suis ravie de vous présenter Perrine. Alors Perrine, c'est la DRH, je crois, la plus geek que je connaisse. On s'est rencontrés via Les Enthousiastes, donc c'est un collectif de DRH, de DSI, de DAF et de directeurs marketing qui réfléchissent ensemble à des sujets liés à l'intégration de l'IA dans nos organisations. Et ce collectif est mené par Étienne Lecoeur et Julien Ledreff. Donc, petit coucou au passage. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà visité un petit peu ton profil LinkedIn et tu avais partagé un calendrier de l'Avent spécial IA avec des conseils pratiques et des tips qui étaient dingues. Donc, quand je t'ai vue, je me suis dit « Oh, génial, je voulais la rencontrer, donc c'est génial. » Mais pareil, quand t'es rentrée dans la pièce, je me suis dit oh, « C'est Lomna !» Les tips du jeudi. J'étais en mode midinette. Je crois qu'on était aussi admiratives l'une que l'autre. Donc, une belle rencontre. Particularité, puisque je vais être complètement transparente, j'ai rencontré Perrine donc, via Les Enthousiastes. Depuis, on ne se quitte pas. On a plein de projets communs, dont le bootcamp dont je vous ai déjà parlé, IARH. C'est avec Perrine que je le lance. Et à la fin de ce podcast, vous verrez aussi pourquoi je l'ai choisie. Elle a plein de choses à nous raconter, assez dingue. Et petite particularité, avant de rentrer dans le vif du sujet et de te laisser la parole, je vous disais tout à l'heure donc, que Perrine était la DRH certainement la plus geek que je connaisse. Aujourd'hui, on va pas parler de transformation des organisations et du rôle du DRH dans cette transformation, mais de plutôt comment un DRH ou une personne qui occupe un poste RH peut s'approprier les IA génératives dans son quotidien. Quand on utilise les IA, on va souvent sur les sujets un peu simples, tels que la rédaction de contenu, et on va aller voir avec Perrine 2 cas d'usage assez waouh, dont comment faire sa veille de façon automatisée et hyper easy grâce à ChatGPT, mais ça peut être une autre solution d'IA générative. Est-ce qu'on est d'accord ? On est bien d'accord. Les cas d'usage, effectivement, c'est super clé pour les RH. Absolument. Bah, écoute, je suis doublement ravie donc, de te recevoir. Merci de me recevoir aussi. Je suis ravie d'être là. Ce que je te propose, c'est de nous raconter déjà ta rencontre avec les IA et les IA génératives. Quand, comment ? Tu peux nous en dire plus ? Ouais, les IA génératives, j'y suis venue un peu par hasard et ma première rencontre avec les IA c'était pas le coup de cœur au démarrage. En fait, après avoir passé 22 ans chez Free, j'ai suivi une petite musique qui me trottait dans la tête, d'aller découvrir et creuser tous les sujets de technologie, de no-code, etc., qui me faisaient de l'œil depuis un certain temps déjà, que j'avais commencé un petit peu à toucher à mon époque chez Free. Et je me suis formée, en fait, après avoir quitté Free, je me suis formée au no-code dans une école qui s'appelle Cube, qui est située à Paris. Où je me suis plongée à corps perdu dans tous ces nouveaux outils de développement modulaire, voilà. Et à cette occasion-là, au cours d'un exercice d'automatisation, on nous a demandé d'utiliser effectivement ChatGPT. Premier prompt, j'ai prompté sans savoir prompter, et voilà. Et la réponse produite par ChatGPT était, comme on peut s'y attendre, totalement mauvaise, médiocre. Et j'ai refermé le truc en disant c'est nul. Aucun intérêt. Aucun intérêt. On l'a tous fait. Next. Et puis quelques mois après, un peu au hasard de mes travaux et recherches, je passe beaucoup de temps sur YouTube à écluser toutes les vidéos de no-code, etc., sur tous ces sujets-là.
je retombe sur effectivement une vidéo un petit peu plus explicative et approfondie. Et alors là, je me suis dit, oh, mon Dieu, il y a 1000 choses à faire avec les IA génératives en RH. Et je me suis mise à chercher les cas d'usage, à itérer, à creuser. J'ai soulevé le capot, j'ai plongé dedans, et en testant, en itérant, voilà comment s'est faite ma rencontre. Donc, pas un grand coup de foudre au démarrage, ça a mis du temps à venir. C'est parfois comme ça que les grandes histoires d'amour commencent. Exactement. Mais une fois que j'ai mis les mains dedans, j'en suis plus jamais sortie et j'ai passé des centaines d'heures sur ChatGPT, sur du Perplexity, sur Claude également, et sur Mistral, bien évidemment. Donc voilà, un petit peu ma rencontre avec les IA. Alors justement, quand tu as commencé à vouloir ouvrir le capot et aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi. Un peu moins de 2, ouais, ça va faire 2 ans, effectivement. 2 ans. Je me suis vraiment mise. Il y avait peu de documentation, peu de formation, peu de leaders RH spécialisés IA ou plutôt IA spécialisés RH. Exactement. Comment on fait Qui tu as suivi Quels sont comment tu as appris et comment tu as ensuite transposé ce que tu as compris des IA et des IA génératives au monde RH pour te créer tes cas d'usage? Alors, les premiers à en parler sont forcément les plus geeks, ceux qui étaient plus sur la crête de la vague. Voilà. Il y avait effectivement très, très peu de littérature autour des sujets d'IA appliqués au RH. Du moins qui me parle sur les IA génératives. Très, 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 très peu de documentation, assez peu de choses intéressantes et fouillées. Donc, je suis assez naturellement allée vers des chaînes YouTube de personnes comme Ludo Salen, qui est la référence ultime et que je continue encore aujourd'hui à suivre assidûment. Ses vidéos sont hyper travaillées, hyper fouillées et pléthoriques. Il a un rythme de production hallucinant. Grâce à l'IA, certainement. Sans doute, mais aussi par un travail acharné. Je crois savoir qu'effectivement, c'est un énorme bosseur et ses vidéos m'ont énormément appris. J'ai suivi sinon, et j'aime beaucoup suivre Johan Solutions Digitales également, plus sur des aspects de culture RH. Il est toujours aussi à la pointe des nouveautés. IA ou culture RH IA, pardon. Donc, Johan Solutions Digitales sur effectivement toutes les nouveautés d'IA. Il teste aussi beaucoup de solutions d'IA et j'ai énormément appris auprès de lui. Louis Grafeuil aussi, qui est plus récent, il me semble, dans le game. Très, très tech. J'aime beaucoup ses publications également qui sont vraiment passionnantes et hyper intéressantes. Voilà, essentiellement, j'ai poncé à peu près tout YouTube. Oui, je crois savoir, ouais. Tu me parlais aussi de quelqu'un qui faisait Excel. J'ai oublié son nom. Louis Perrier, c'est pas lui? Non, Elliot Pierret aussi qui. Ouais, les prénoms. Ça change pas. Elliot Pierret, ouais, aussi qui fait pas mal de vidéos sur de l'IA, mais pas que. Oui. Qui est tech assez, voilà, qui va sur un certain nombre de sujets, mais IA également, ouais. Elliot Pierret, super chaîne YouTube. Alors, une fois que tu as compris comment ça marchait, que tu as passé des heures et des heures, voire des jours nuits, et des nuits. Voilà, j'allais y venir. Sur ces sites, comment tu arrives à transposer ce que tu as compris à ton quotidien de DRH, parce que je rappelle quand même que tu as un parcours, je ne l'ai pas dit en entrée, mais tu as un parcours de DRH, 22 ans je crois chez Free, population de 4000 personnes, donc ce n'est pas non plus rien. On a des besoins spécifiques, avec des enjeux spécifiques, avec toute la complexité de notre fonction. Comment tu arrives à faire le lien entre une culture IA généraliste et ton besoin opérationnel concret d'un point de vue RH? Comment faire le lien? C'est énormément de learning, d'itération, de tests. Je vais regarder pas mal ce que font aussi les autres, pas forcément dans le domaine RH, mais je consomme aussi énormément de ressources autour des sujets de création de vidéos assistées par IA, de création de contenus divers et variés assistés par IA. Et en fait, j'essaye effectivement de faire le lien systématiquement et d'identifier de quelle manière je pourrais transposer ça à mes problématiques quotidiennes. C'est devenu un réflexe, c'est une blague à la maison. À chaque fois que j'évoque un nouveau sujet ou qu'on parle d'un truc, voilà, mes enfants, mon mari, mes amis, tu vas nous faire... bien sûr, tu vas t'aider de l'IA pour le faire. Comment on pourrait le faire avec l'IA? Et ça, tu l'as fait avec l'IA? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un vrai réflexe chez toi. Et ce qui m'a
beaucoup fait sourire quand on s'est rencontrés, c'est que tu crées des assistants de tout. Ouais. Et j'ai souvenir que lors des dernières élections, tu me dis, je me suis amusée ce matin, c'était un dimanche, je me suis amusée ce matin, j'ai repris les programmes de chaque candidat, j'ai créé un assistant qui, en répondant à quelques questions, va te dire quel est ton candidat idéal. Alors, on a parfois des surprises. En fait, j'en avais marre, effectivement, d'entendre les journalistes nous dire, en gros, pour qui il fallait voter. Je trouvais que ça manquait un petit peu de liberté de pensée et libre arbitre. Et effectivement, j'ai conçu ce chatbot qui, en te faisant remplir un QCM, te dit le programme politique dont tu es la plus proche. A priori, c'est plutôt celui-ci, celui-là. Alors bon, parfois ça peut conforter des idées, parfois ça peut surprendre. Mais c'était assez hyper intéressant à faire. C'est juste que ta deuxième passion dans la vie... c'est pas la politique. Non, c'est pas la politique. Non. C'est de créer des assistants. Oui. Ok, super. Ce que je voudrais, c'est qu'on en vienne au cas d'usage. Ouais. Et avant les cas d'usage, moi, j'ai découvert, grâce à toi, des méthodes de prompt assez incroyables. Parce qu'il y a ce qu'on nous dit et il y a la réalité du terrain. Alors, on a tous des moyens mémotechniques avec des frameworks. Celui qui est le plus facile connu, c'est le craft, avec le contexte, le rôle, l'action, le ton et le format, l'inverse. Et en fait, on a l'impression qu'une fois qu'on a un framework, c'est génial. Sauf que c'est très, très largement insuffisant. Est-ce que déjà, tu peux nous partager une ou deux techniques de prompt pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et hyper facilement? Alors, d'un point de vue rédaction de prompt, déjà, on a une sacrée chance, nous, les RH. C'est un peu la revanche des littéraires qui s'offre enfin à nous. Et le monde de la tech qui parle enfin le langage naturel avec des mots et non pas des lignes ou des formules mathématiques extrêmement compliquées. C'est enfin quelque chose qui, pour nous, est hyper accessible. Et nous qui passons quand même un bon bout de temps de notre activité à rédiger, à utiliser effectivement le verbe, les mots, les propos, la syntaxe, le verbe juste, le mot précis. On a peut-être effectivement cette longueur d'avance dès lors qu'il s'agit de prompter. Mais ça suffit pas. Il suffit pas de connaître effectivement la langue française sur le bout des doigts pour savoir prompter. Derrière, effectivement, il y a tout un arsenal assez complexe de règles de rédaction de prompt. Et en préparant ce podcast, je faisais l'analogie avec la musique. Oui. Un petit peu. Voilà, l'art du prompt, c'est un peu comme la musique. Quand on a un piano, tout le monde sait effectivement appuyer sur des touches et sortir des sons. Pourtant, ça fait pas de la musique. Encore faut-il apprendre le solfège, les règles qui s'appliquent effectivement au prompting. À la musique, pardon. Et le prompt, c'est vraiment pareil. Il suffit pas d'enchaîner des mots, il suffit pas de rédiger des phrases. Encore faut-il agencer sa syntaxe de manière logique et puis appliquer un certain nombre de règles. Une des techniques, effectivement, à exploiter et à vraiment utiliser systématiquement dans son prompt, c'est le formatage Markdown. Le Markdown, c'est identifier dans votre prompt quels sont les titres, les sous-titres, faire des listes, identifier des séparateurs, etc. Mettre en gras certains éléments qui doivent être mis en avant, mettre en italique certaines nuances qu'on veut apporter au sein du prompt. Et tout ça, il y a une syntaxe à utiliser pour ajuster ces éléments-là dans votre prompt. Pour identifier un titre de section, il faut mettre un hashtag, un dièse sur votre clavier. Pour un sous-titre, ça va être 2 hashtags. Pour un sous-titre, ça va être 3 hashtags, etc. Et on peut décliner ça à l'infini. Utiliser aussi les tirets pour passer à la ligne, et en passant à la ligne pour effectuer des listes. Première étape, un tiret, première étape. À la ligne, tiret, deuxième étape, etc. Mettre des séparateurs aussi entre les différentes parties du prompt. Isoler comme ça le rôle, puis l'action, puis la mission, puis le contexte, etc. On a un peu tendance à lui faire une phrase toute faite avec tout ce qui nous vient. Et on a l'impression, effectivement, comme c'est un outil qui est super intelligent, on a l'impression qu'il comprend, sauf que pas forcément. Effectivement, utiliser le format Markdown lui permet une compréhension de notre besoin qui est bien plus fine et nous permet aussi à nous de structurer notre pensée
pour que effectivement le prompt soit mieux rédigé et qu'on ait une réponse plus performante. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler du questionnement? Je sais que toi, tu es une harceleuse. Tant que tu n'as pas la réponse la plus fine, tu as vraiment développé cette partie-là. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. La partie contexte est hyper importante dans un prompt. Il y a effectivement la mission, le rôle qu'on lui donne, les compétences qu'on veut qu'il mette en œuvre, mais il y a aussi le contexte. Et parfois, on ne sait pas toujours quel contexte, quelles informations lui donner. Ce que j'aime bien faire et ce que je recommande, c'est de demander, une fois qu'on a rédigé son prompt, de demander à l'IA, avant de répondre et de mettre en application toutes les consignes qu'on lui a données, de commencer par poser 5, 10 questions pour appuyer et affiner et développer le contexte et comprendre vraiment dans l'ultra détail, de manière extrêmement fine et approfondie, la situation à laquelle on est confronté, les enjeux, etc., pour que l'IA en fait prenne le lead sur la suite de cette conversation et aille poser des questions, fouiller la problématique et le besoin spécifique, et comme ça construire un contexte hyper précis et développé qui lui permettra ensuite de bien mieux comprendre la situation dans laquelle on est, et donc de travailler avec un objectif bien plus précis et de manière parfaitement alignée avec ce qu'on a besoin de faire. Le résultat effectivement final sera beaucoup plus fin et conforme à ce qu'on cherche à faire. Alors, une dernière technique de prompt que tu utilises et que tu m'as apprise et que j'adore, c'est effectivement, on a l'impression comme c'est un outil qui est super intelligent, qui lit un peu dans nos pensées, sauf qu'on a parfois du mal à lui donner toutes les informations dont il a besoin. Donc, le questionnement répond effectivement à ce manque d'informations, mais tu as une capacité à lui demander de faire les choses de façon ultra détaillée. Je te donne un exemple. Globalement, quand on veut qu'on nous résume un texte, on télécharge le texte, on lui dit résume le texte. Toi, dans ta façon d'aborder le sujet, tu l'abordes un peu différemment, et je veux bien que tu nous en dises 2 mots. Ouais. En fait, il faut partir. Je fais souvent l'analogie avec un stagiaire débutant, mais avec un QI surdéveloppé. Et ce stagiaire, l'IA se comporte effectivement comme un stagiaire qui, a priori, ne connaît rien de ce que tu veux lui faire faire, mais une fois que tu lui as expliqué, il le fait, que tu lui as bien expliqué. C'est le bien expliqué qui est compliqué. Il le fait effectivement, il le fait à la perfection. Donc, il ne faut pas se contenter de lui donner une commande, mais il faut le guider et lui détailler toutes les étapes par lesquelles un humain passerait pour accomplir la mission. Donc, par exemple, si je lui demande, comme pour reprendre ton exemple, de résumer ce texte, encore faut-il qu'il en prenne connaissance de manière approfondie. Qui te pose des questions d'ailleurs de dans quel contexte est-ce que tu en as besoin, c'est pour qui est destiné ce résumé, cette synthèse dont tu as besoin, et quel objectif est-ce que tu poursuis. Et ensuite, est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants pour toi à mettre en avant, parce que dans un texte, va y avoir tout un tas de concepts, etc. L'IA ne peut pas imaginer ou deviner ce qui pour toi est important dans ton contexte de RH, etc., etc. Donc effectivement, lui donner un maximum de détails, des étapes à suivre et un process vraiment aussi détaillé que possible. Donc se contenter de lui dire résume-moi ce document, vous allez avoir un résultat médiocre. En revanche, lui détailler les objectifs, les différentes étapes par lesquelles il faut qu'il passe, et commencer surtout par prendre connaissance de manière extrêmement approfondie du texte suivant et pose-moi les questions pour comprendre effectivement mon contexte et le cadre dans lequel j'ai besoin de ce résumé. Là, on va avoir une différence de rendu assez notable. Ouais. Alors, je reprends juste pour nos auditeurs, donc sur les techniques de prompt que tu conseilles d'aborder. Il y a la partie Markdown, c'est vraiment effectivement de séparer chaque partie du prompt avec les hashtags qui vont marquer les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres. Donc, la partie Markdown est importante. Le questionnement, donc une fois qu'on a saisi notre prompt, lui demander s'il a bien compris et s'il a des questions. Et parfois, il peut être un peu fainéant. Donc, il va dire non, j'ai tout compris, c'est bon, j'avance. Non, pose-moi au moins 5 ou au moins 10 questions. Et puis le relancer. Et le relancer. Donc, le questionnement, la relance, donc l'itération. Ensuite, on a parlé effectivement de lui donner toutes les étapes. J'aime bien ton exemple, et ce que j'explique en formation, c'est effectivement quand on va chercher nos enfants à l'école, on sait qu'on va rentrer à la maison et que c'est l'heure du goûter, mais c'est hyper important de leur dire tu vas rentrer à la maison, tu vas enlever tes chaussures, tu vas les ranger dans le placard à chaussures, tu vas aller te laver les mains, et ensuite on va aller goûter. Et en fait, ChatGPT
et les autres LLM qui fonctionnent exactement de la même façon ont vraiment besoin d'être guidés. Une fois qu'on a dit ça, avant d'en arriver aux 2 cas d'usage dont je suis absolument fan et qui ont clairement changé ma vie, tu m'as partagé, avant d'en arriver au cas d'usage, aujourd'hui, les gens disent est-ce qu'on a vraiment besoin de se former au prompt avec le prompt qui prompte, avec les solutions qui te permettent de créer ton prompt. C'est quoi ton parti pris sur le sujet? Il y a effectivement plein de manières de faire les prompts autrement que soi-même. En revanche, c'est jamais aussi efficace que quand on fait soi-même. Je suis assez convaincue du learning by doing et il faut absolument se former. Moi, j'ai passé des centaines d'heures à itérer sur à peu près les principaux LLM. Mais effectivement, se faire former, être accompagné par quelqu'un qui sait, fera gagner un temps phénoménal. Donc l'apprentissage des techniques de prompt sont assez essentielles et ne peuvent pas être, en tout cas du moins maintenant, être utilement remplacées par une solution qui prompte à votre place. Alors ça existe, Oui, bien sûr. J'en utilise moi-même, ça fait gagner du temps, mais c'est jamais aussi efficace que quand on fine-tune soi-même son prompt et qu'on va vraiment dans l'ultra détail, apporter sa touche personnelle. C'est les petites précisions qui font toute la différence. Et parfois, à un mot près, à une expression près, à un ajout ou un manque près, il va pas au la même différence endroit. de résultat est assez phénoménale. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut se dire que c'est un petit peu comme une calculatrice, qu'on peut utiliser une calculatrice qui va nous donner un résultat qui est juste, mais que c'est quand même important d'apprendre à faire les divisions, d'apprendre à faire les multiplications, parce que du coup, ça va aussi nous permettre, alors contrairement à la calculatrice où on sait si c'est juste, enfin, on sait que la réponse est juste, les réponses qui sont fournies par les IA génératives, on sait qu'elles ne sont pas toujours justes. Donc, est-ce que le fait de savoir faire les choses, savoir prompter, quand on va passer à un outil qui va nous aider à prompter, on va dire là, le prompt, il n'est pas super, il manque quand même ceci, il manque quand même cela. Donc, on est d'accord que commencer par les bases, maîtriser le langage, après, on peut passer à la solution en gros de fainéant, mais vraiment passer par ça, c'est un fondamental. Ah oui, c'est absolument indispensable. Absolument indispensable. Et par ailleurs, les LLM s'améliorent de jour en jour et des nouvelles techniques de prompt aussi émergent et arrivent très régulièrement. Et tout ça, il faut effectivement le suivre, se l'approprier, l'implémenter, le tester dans sa rédaction de prompt. Donc oui, l'apprentissage du prompting est un prérequis absolument indispensable pour mettre en application l'IA générative. Absolument incontournable. Dernière question avant que tu nous parles de ces 2 cas d'usage. J'ai hâte qu'on y arrive d'ailleurs. On n'est pas d'accord sur le sujet, parce qu'on a quand même des sujets de désaccord. Bon Oui, figure-toi. En fait, tu as testé, je crois, à peu près toutes les solutions d'IA générative. J'en ai testé quelques-unes, mais les principales, je pense, Beaucoup, et puis tu as passé beaucoup de temps dessus. Et qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est de se dire, j'en prends un, il fait le taf, je reste dessus? Ou est-ce que tu te dis, il y en a plusieurs, et en fonction de mon besoin, je vais piocher ici ou là? C'est quoi ta préco? Moi, ma préco, c'est d'en avoir 2-3 sous le coude en permanence et de tourner sur ces 3 LLM. Moi, j'aime bien croiser les résultats. Je peux par exemple lancer une discussion sur ChatGPT sur un sujet un peu technique et faire challenger le résultat produit par ChatGPT sur du Perplexity, par exemple. D'accord. Avec toujours en challengeant Perplexity, en lui disant voilà ce que ChatGPT vient de me produire comme résultat pour telle problématique. Challenge la réponse et identifie là où ChatGPT s'est trompé, quoi. Et là, du coup, il va aller vraiment rechercher tous les angles morts, les sujets connexes, etc., et identifier les zones de risque. C'est pas mal de faire du prompt croisé comme ça en challengeant les deux et en faisant vérifier l'un par l'autre. On finit par avoir une vision assez claire et juste d'une situation, d'une problématique, d'un point juridique. Après, on est quand même d'accord que faire ce travail de comparaison, d'analyse, etc., fait sens quand on est sur des sujets un peu complexes, un peu techniques.
Après, si c'est pour résumer, Oui. pour rédiger un mail, Oui. on est d'accord. Ouais. Voilà, allons à l'essentiel et restons sur un outil. Oui, Ok, ouais, exactement. super. Ce que je te propose, donc maintenant qu'on a partagé les 4-5 petits conseils spéciaux prompting, ou prompt d'ailleurs, je ne sais plus. Je voudrais qu'on parle de 2 cas d'usage que je trouve assez bluffants et game changer pour le coup. On parle beaucoup de fiches de poste, d'annonces d'emploi, de créer du contenu pour de la formation. Voilà. Ça, on l'a vu, on l'a revu, on l'a entendu. Et toi, ton parti pris, c'est effectivement de ne pas aller sur ces Non. sujets. 2 cas d'usage que l'on a partagés ensemble. Et je voudrais que tu expliques vraiment comment tu fais pas à pas pour que nos auditeurs, auditrices puissent le refaire chez elles ou chez eux dès ce soir. Donc, tu fais ta veille juridique, RH, sur ChatGPT. Ouais. J'ai besoin que tu nous dises comment tu fais, ce que tu mets dans ton prompt, dans chacun des items. Voilà, comment tu fais? Alors, pour ma veille juridique, avant d'avoir l'intelligence artificielle, j'étais abonnée à entre 5 et 10 newsletters, RH, droit social, etc., que je parcourais pas tous les jours parce que j'avais pas le temps ou que je ne prenais pas le temps. Pour faire ma veille sociale, juridique, RH, droit social, quotidiennement, j'utilise la fonctionnalité tâches dans ChatGPT. Quand tu ouvres en fait ton outil, tu peux sélectionner, tu sais, le LLM, le modèle que tu veux utiliser. Et il y en a un qui s'appelle tâches. Et tu sélectionnes tâches et tu lui dis que tu veux tous les jours, chaque matin à 7h30, une revue de presse des actualités légales, droit social, droit du travail, français en 2025. Tu lances, tu appuies sur envoyer et après tu vas améliorer ton prompt. Parce que ça, c'est pas un prompt. Parce que ça, c'est pas encore un prompt. C'est juste, tu lances la demande, ça permet d'ouvrir le dossier, d'ouvrir la tâche. Ça ouvre la tâche. Ça te génère un petit bouton sur lequel tu cliques et là, tu arrives sur une petite interface qui va te demander de nommer ta tâche. Donc, la tâche, ça va être revue de presse quotidienne, actualité, RH, droit social, voilà. Et en dessous, tu vas avoir un encart, un champ, dans lequel tu vas aller mettre cette fois-ci ton prompt. Et dans ton prompt, tu vas utiliser la méthode Craft avec toutes les techniques de prompt ultra avancées pour paramétrer cette génération quotidienne de ta revue de presse. Et à la fin, tu vas pouvoir identifier la fréquence à laquelle tu veux recevoir effectivement cette revue de presse. Est-ce que tu la veux quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Et puis l'heure à laquelle tu souhaites la recevoir. Je reviendrai de manière ultra détaillée sur l'intérieur du prompt. Je trépigne. Je te fais mariner. Voilà. Et dans le prompt que tu vas indiquer sur l'encart principal des instructions de ta tâche, là, tu vas mettre effectivement le prompt ultra précis, méthode Craft. Donc, tu vas lui dire que tu es une DRH, que peut-être que tu es sur la convention collective Syntec, par exemple, au hasard, qu'on est en France pour qu'il aille chercher les informations relatives au droit social et à la réglementation française, parce que ça ne sert à rien qu'il te sorte une réglementation suisse. Et que nous sommes en 2025 pour éviter qu'il aille te rechercher des informations antérieures, enfin qui sont plus forcément d'actualité. Et puis ensuite, on va lui donner le R, c'est rôle. Le rôle. On va lui dire dans le R du Craft qu'il doit se comporter comme un journaliste spécialisé en droit du travail en France en 2025. Et qu'il doit te produire quotidiennement la meilleure revue de presse qui soit sur les sujets qui te concernent et le périmètre qui t'intéresse. Dans le A de action, tu vas aller lui détailler ce que tu souhaites qu'il fasse de manière extrêmement précise. Quand on va faire une revue de presse, on a besoin d'aller identifier les sites internet les plus fiables sur lesquels on veut sourcer. Donc, je vais lui donner la liste des sites internet les plus fiables et sur lesquels moi j'avais l'habitude d'aller rechercher effectivement des informations. Donc on va avoir bien évidemment du Légifrance, le Code du travail numérique et puis les grands Tissot, édition Francis Lefebvre. J'aime beaucoup Culture RH aussi, mais il y en a plein d'autres. Le Lab RH aussi, la NDRH. Enfin, voilà, vous listez tous les sites internet sur lesquels vous aimez faire votre veille sociale et que vous consultez régulièrement.
Moi, j'en ai une liste assez conséquente. Oui, j'ai vu 150. J'ai vu. J'en ai une liste effectivement aussi complète que possible. Je ne veux pas passer. Je veux que tout reste dans le tamis. Je ne veux rien perdre. Donc voilà, on cible très précisément et on dit dans notre prompt que l'on veut qu'il se concentre exclusivement sur cette liste de sites internet que je lui donne pour éviter qu'il aille chercher ailleurs des informations qui m'intéressent pas, ou même, pire, qu'il invente et qu'il hallucine des informations. On peut lui dire aussi très précisément, interdiction d'halluciner. N'invente rien. Si tu ne trouves pas, dis-moi que tu ne trouves pas, ou demande-moi de reformuler. En tout cas, lui dire clairement qu'il ne doit pas sortir de ce cadre-là et des recherches que lui ai données. Donc voilà, lui poser le cadre très précis, lui dire aussi, lui préciser les informations que l'on cherche. On cherche des informations qui ont été publiées dans les dernières 48 heures pour avoir vraiment de l'actualité et de la veille ultra fraîche, ultra actuelle. Mm-hmm. Il faut aussi lui donner la trame des exemples, en fait, la structure de la revue de presse que je souhaite avoir. Je peux lui préciser le titre, la date, et puis en dessous, les séquences qui m'intéressent. Je veux une séquence jurisprudence où il va aller me chercher les actualités jurisprudentielles qui m'intéressent. Peut-être une séquence paye, si mon sujet c'est la paye plus précisément, je peux lui demander de faire un focus sur la paye. Enfin, voilà, je vais lui donner vraiment la structure que je veux qu'il aille respecter systématiquement dans sa revue de presse. Et puis, je vais lui donner aussi des informations sur le niveau de détail que je souhaite qu'il respecte. Par exemple, chaque actualité, je veux qu'il me la détaille en 5 lignes ou en 150 mots. Voilà, qu'il me précise systématiquement l'URL source pour que je puisse, moi, aller consulter l'article complet si le sujet m'intéresse et que je veux en savoir plus. Okay. Et puis, je peux aussi terminer ma revue de presse en lui demandant de me faire une petite to-do list à l'attention des RH opérationnels pour que sur la base de ces actualités, il identifie le plan d'action, les choses que je dois mettre en œuvre pour implémenter ces nouveautés dans mon quotidien et dans mes activités RH. Donc le prompt, il est assez conséquent. On peut on peut le détailler vraiment à l'extrême. Moi, généralement, j'ai des prompts qui font 1 à 2 pages. Voilà. Il faut que les phrases soient courtes. Moins les phrases seront longues, empoulées, avec des multiples virgules, points-virgules, etc. Plus ce sera compréhensible. Donc des phrases courtes. On parle au présent. Et puis des verbes d'action. On évite aussi les terminologies un peu bateau. Donc le verbe faire est à bannir dans la rédaction des prompts. Quand il faut utiliser vraiment des verbes d'action ultra précis, rédiger, développer, analyser, synthétiser, etc. Mais éviter les faire, avoir, être. Les mots valises. Les mots un peu valises qui servent à rien. Plus on sera précis dans les terminologies utilisées. Quand même à quelque chose. Peut-être pas dans le prompt. Quand on ne sait pas trop quoi dire ni comment le dire, oui. Mais voilà, dans le prompt, plus on sera précis, plus on utilisera des terminologies et des tournures et des syntaxes claires, mieux ce sera compris par l'IA. Et puis, je terminerai aussi par préciser à l'intelligence artificielle, dans mon prompt, la tonalité que je veux qu'elle adopte. En l'occurrence, moi en RH, je vais lui demander d'adopter un ton professionnel, d'utiliser une terminologie technique, adaptée à une cible de professionnels RH, avocats, juristes en droit social, etc., avec un niveau d'attente assez élevé, et que donc je veux effectivement une revue de presse avec, dans un langage soutenu, professionnel et technique. Ok. Et pour quelqu'un qui maîtriserait moins le langage juridique, on peut aussi lui demander des analogies, peut lui demander des exemples. Oui. Voilà. Donc, si je comprends bien, pour faire ta veille avec un outil d'IA générative, effectivement, il faut prendre le temps de penser le prompt, de vraiment être très clair sur son besoin. Et c'est important de visualiser ce dont on a besoin. Si on a un modèle, évidemment, ça aide, mais vraiment de baliser le terrain pour qu'il aille au bon endroit et qu'il nous apporte la réponse dont on a besoin. Exactement. Et puis, vérifier. Ça, on ne le dira jamais assez. Surtout dans la mise en application de l'IA sur des sujets RH. La vérification des sources utilisées par l'IA, c'est un impératif, même quand on borne systématiquement et qu'on balise effectivement le terrain d'investigation, toujours. Allez, cliquez sur le lien et vérifiez le contenu et que ça correspond à la demande et que la règle de droit existe bien et qu'il n'a pas inventé de toutes pièces. Parce que c'est arrivé. Parce que c'est arrivé et que certains s'en mordent les doigts.
Donc, grâce à toi, j'ai ma veille juridique, moi, depuis 6 mois, dans ma boîte mail, tous les matins. Tous les matins, Alors, pas le petit mail, 7h30. tu cliques C'est un dessus peu violent. et tu es informé. Ouais, non, c'est assez puissant. Donc, merci pour ce cas d'usage qui, je pense, sera très utile pour l'ensemble de nos auditeurs RH, juristes et autres. Deuxième cas d'usage que j'aime bien, là encore, on quitte le rédactionnel, enfin, on n'est pas dans le rédactionnel pur, on est plutôt sur la partie analyste. Et on a souvent, quand on fait un event ou en fin d'année, on fait des enquêtes de climat social, on fait un event, on veut des retours. Déjà, on a du mal à avoir des retours, puis quand on les a, honnêtement, on les lit, on est agacé par les commentaires pas sympas. Les commentaires sympas, on les oublie, on passe à autre chose. Mais surtout, on fait tout à la mano et c'est long, c'est fastidieux. Voilà, on va pas au bout. Là, le kidam peut se dire, il suffit que je mette mon fichier avec les réponses des personnes sondées dans un outil de LLM et je lui dis, bonjour, voici les réponses à mon sondage. Merci de me dire quels sont les points positifs qui ressortent, les axes de progrès et propose-moi des axes d'amélioration. Ça va pas être Et génial. après, on va avoir une réponse un peu pas ouf. Ouais. On va avoir une réponse qui est vraiment pas pertinente. On va se dire, vraiment pas super, l'IA générative tient pas ses promesses. Concrètement, donc, on est d'accord que c'est pas du tout la bonne approche. Non. Et j'aimerais que tu nous dises pas à pas comment on peut faire cet exercice pour avoir un résultat hyper pointu, fiable et exploitable. Donc, j'ai fait mon sondage social et j'ai les résultats avec tous les verbatim dans un fichier Excel, on imagine. Je commence par anonymiser, toujours anonymiser, toujours anonymiser. Quand on n'a pas de solution interne, effectivement, sécurisée, dès lors qu'on travaille sur un LLM standard. Ouais. Exactement, toujours anonymiser les données et puis commencer par les nettoyer. C'est-à-dire les rendre compréhensibles, s'assurer du moins qu'elles sont compréhensibles par l'IA. Donc une fois effectivement que j'ai anonymisé mon fichier Excel, je peux le mettre en supprimant non seulement les noms des collaborateurs, mais également le nom de l'entreprise, bien évidemment. Bien sûr. On s'assure que le nom de l'entreprise ne figure pas. Et dans ces cas-là, une fois tout ça rendu propre, je peux effectivement importer ma donnée dans ChatGPT ou autre, Perplexity ou Claude ou que sais-je. Je reviens juste 2 secondes. Je ne veux pas couper le fil, mais c'est important. Quand tu dis faire en sorte que ce soit propre, on est d'accord que quand tu parles de cleaner, c'est les acronymes. C'est hyper important. La première étape, c'est effectivement de nettoyer et d'ordonner la donnée avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on met la donnée dans ChatGPT, on importe en fait son fichier en pièces jointes avec son prompt et on demande à ChatGPT ou LLM de regarder, d'observer le fichier et d'identifier les incompréhensions ou les manques ou les acronymes, enfin tout ce qui nécessite d'être clarifié pour être exploitable. Donc, on va lui demander d'identifier si les en-têtes de colonne sont suffisamment claires. Et puis, si à l'intérieur de mon fichier, il y a peut-être des acronymes, des abréviations, des choses qu'il ne comprend pas, des verbatim qu'il a besoin de contextualiser. Voilà. Et l'IA, en retour, va poser un certain nombre de questions, vous faire clarifier certaines zones d'ombre et peut corriger, du coup, ajuster la data pour qu'elle soit ensuite exploitable. Donc, une fois qu'on a cette donnée propre, on peut commencer à travailler avec. Mais pour autant, il faut contextualiser et expliquer dans quelle situation on est. Donc, un sondage social dans une entreprise qui fait telle activité, peut-être avec tel salarié, tel nombre de salariés, telle population. Interroger les grands sujets du moment sans rentrer et bien évidemment sans jamais divulguer de sujets problématiques ou trop sensibles ou trop périlleux, rien qui soit préjudiciable ensuite pour l'entreprise, mais donner suffisamment de contexte pour que le LLM comprenne la situation, le contexte et le périmètre dans lequel on lui demande d'analyser cette donnée. Une fois c'est là effectivement que le questionnement peut être intéressant, de lui demander d'aller te poser des questions pour comprendre la situation, le contexte, les enjeux, ce qui s'est passé avant, peut-être dans l'entreprise, ce vers quoi on tend, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers dans le cadre duquel il va falloir
identifier tel ou tel élément, telle problématique, tel point fort, tel point faible, tels axes d'amélioration. Donc voilà, lui donner un maximum d'informations pour contextualiser la situation. Et puis ensuite, on peut commencer le travail et lui dire, voilà, de toi, j'attends une analyse profonde, prends en connaissance de manière extrêmement approfondie de la totalité des informations dont tu disposes dans cette base de données. Je veux que tu identifies les éléments saillants, qu'ils soient positifs, les 10 éléments saillants les plus positifs. Il faut lui mettre des chiffres. Pas les éléments saillants, mais on va lui demander un chiffre. Sors les 10 éléments saillants les plus positifs, les 10 éléments saillants également les plus négatifs. Identifie peut-être des tendances ou des axes d'amélioration. Et puis, tu termineras par me faire peut-être des préconisations de plans d'action correctifs qui permettront d'engager l'entreprise sur la voie de l'amélioration suite à ces éléments. Mais ne me fais pas tout d'un coup. On va y aller étape par étape. 1, sors-moi les 10 éléments saillants négatifs. Et en procédant comme ça, en lui donnant en fait toutes les étapes par lesquelles il va passer, mais en lui disant, contente-toi pour l'instant de me fournir la première étape. Il comprendra l'état d'esprit dans lequel il doit travailler, le contexte dans lequel il doit travailler et le but qu'il doit poursuivre. Et il aura en fait en tête, il gardera la totalité des étapes par lesquelles il faut qu'il passe. Et donc, son travail sera beaucoup plus logique et ordonné à chacune des étapes. Exactement. Il s'inscrit dans quelque chose et il construit brique après brique l'analyse de la donnée qu'on lui donne. J'ai eu la chance d'être accompagnée par toi, donc j'ai fait quelques séances de coaching. Ça, effectivement, on ne te le dit pas. Tu as beau regarder des tutos, on ne te dit pas qu'il faut que tu commences par ça, après ça. C'est aussi pour ça que c'est aussi puissant d'être accompagné par quelqu'un qui l'a fait et qui est passé par là. Moi, je sais que j'ai gagné beaucoup de temps grâce à ces séances, mais c'est vrai qu'on ne le trouve pas et que très spontanément, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée de faire ça comme ça. Mais effectivement, après, ce sont des réflexes, sont des logiques qu'on acquiert et qui font clairement la différence en termes de résultats. Il y a un dernier tips que je voudrais que tu nous partages. Souvent, quand j'accompagne les équipes RH, elles ont des résultats, elles me disent « Oui, mais en fait, la réponse, elle est trop ceci, ou elle est trop générique, ou je ne vois pas ce qu'il veut faire. » Et du coup, elles attendent que j'apporte une réponse. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Tu peux nous parler de ça ? Oui. C'est vraiment une erreur de croire que je pose une question, j'obtiens le résultat que j'attends. C'est jamais comme ça que ça se passe. Jamais, jamais, jamais. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est rentrer dans une discussion, construire un plan d'action. Et c'est vraiment du long terme. Parfois, sur des tâches assez volumineuses, moi, j'ai un nombre d'itérations, parfois 100, 150 itérations, pour arriver à un résultat, effectivement. Mais toi, tu harcèles ton outil de LM. Pardon, toi, tu es une harceleuse. Je t'ai vu prompter. Mais effectivement, il ne faut pas se contenter d'une réponse suite à une question ou à un prompt posé. Et généralement, si le résultat n'est pas satisfaisant, c'est que la requête initiale n'était pas formulée correctement. Mais il faut, dans ces cas-là, pas hésiter à dire à ChatGPT non seulement ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on veut pas. Ça lui apporte tout autant de contexte et d'informations qui sont hyper utiles pour la suite de son action et de ses travaux, d'identifier non seulement ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on veut pas. Je ne veux pas que tu sois vague, je ne veux pas que tu ailles chercher sur tel site internet, je ne veux pas que tu inventes, je ne veux pas que tu... Voilà, j'ai pas d'autre idée, mais... Okay. L'exemple positif est aussi important que l'exemple également par la négative, exactement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que on a beau dire que ces solutions d'IA générative, c'est du langage naturel, on a encore beaucoup de mal à rentrer dans une vraie discussion avec ces solutions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a une réponse qui ne nous satisfait pas. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? En fait, on lui dit, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, ta réponse, elle ne correspond pas, on n'est pas allé dans le bon sens. Et c'est vrai que c'est difficile au départ, même si on est sur du langage naturel, c'est très difficile au départ de pas se dire, bon, ben, j'ai un truc qui ne me va pas, je fais quoi ? En fait, non, il faut discuter. Je lui pose la question, quand effectivement j'ai un résultat qui ne me convient pas, il faut surtout lui dire non, ça me convient pas. Ça me convient pas parce que. Et pourquoi, bien sûr. Voilà, c'est hyper important de lui dire voilà, tu m'as produit ça, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais plutôt quelque chose qui corresponde à tel besoin, tel enjeu, telle situation, tel contexte, telle procédure, telle règle de droit. Ok, super.
Déjà, merci pour ces super tips, c'est très, très puissant. Et évidemment, toutes ces techniques de prompt, elles sont applicables à de très nombreux autres cas d'usage. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on l'aborde souvent, l'utilisation d'IA générative, sur de la rédaction, sur des choses assez simples, mais on peut faire des choses assez, folles, ce que j'ai découvert grâce à toi, et c'est assez puissant. D'ailleurs, tu as, alors on parlait tout à l'heure de tes assistants IA que tu crées. Ouais. C'est ta passion du dimanche. Et certains de tes assistants sont en ligne et accessibles sur le store. Sur le store d'OpenAI, oui. Donc ça, c'est quand même chouette. Deux dernières questions. L'avant-dernière question, du coup, si tu devais donner un conseil aux populations RH qui ont envie de s'y mettre, mais qui ont peur, et dont les entreprises, bon, ma question n'est pas claire, mais tu l'auras compris, leurs entreprises ne se sont pas emparées du sujet, mais elles ont envie d'y aller, mais elles se disent, mais je ne peux pas faire grand-chose finalement, parce que les données, parce que j'ai pas de solution sécurisée. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? D'une part, de se former malgré tout, parce que de toute façon, c'est une compétence qui est déjà absolument incontournable, si on veut tirer son épingle du jeu et rester un DRH à la pointe. Et puis, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle, mais sur des éléments qui sont ultra sécurisés, sans mettre en risque et sans impliquer les données de l'entreprise, que ce soit les données personnelles des collaborateurs ou les données de son... Enfin voilà, rédiger une procédure de recrutement, je peux tout à fait le faire sans nommer l'entreprise, sans donner de détails qui soient préjudiciables, voilà. Mais se former, itérer, tester, rester alerte et curieux de ce qui se fait sur l'IA, se former pour avoir les arguments en main pour ensuite aller toquer aux bonnes portes et convaincre qui il faut convaincre de passer à l'action, parce que ça va devenir un incontournable et c'est maintenant. C'est quand même plus facile de convaincre quand on sait de quoi on parle. Exactement. Absolument. Bien écoute, un grand merci Perrine. Pour ceux qui voudraient te contacter, ils font comment? Je suis très présente sur LinkedIn et puis j'ai aussi un site internet my-digital-rh.com. Voilà. Super. Un grand merci. Merci Lobna. Je te dis à très bientôt. C'est un plaisir. Merci.